Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices. J'espère que vous allez bien en cette soirée, journée. Je sais pas trop à quelle heure vous nous écoutez, hein, comme toujours. Mais nous, on est là, on est au rendez-vous pour vous parler de tout et surtout de rien, hein. Vous connaissez un petit peu le jingle maintenant, si je peux dire, ou la catchphrase plutôt. Avec moi, j'ai Nicolas et Jules. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui, tous les deux? Ça va la forme? Ça va, très bien. Très content d'être encore là pour cette deuxième saison Yes. De Tout et de Rien. C'est ça, Yes. ça va toujours bien quand on est là pour une émission de tout et de rien avec notre cher Marc. Ah, c'est trop gentil, vous êtes trop bon, vous êtes beaucoup trop bon. Aujourd'hui, je le précise parce que c'est toujours bien de recontextualiser la temporalité. On est le 22/02/2021, le Covid est toujours là, mais c'est pas grave, on l'emmerde. Et nous, on continue quand même à faire des podcasts. Et oui, je déteste ce virus, hein, mais comme tout le monde, je pense, bien évidemment. Du coup, pour se changer un petit peu les idées, pour parler de d'autres choses horribles qui ont lieu parfois sur Terre, je propose de laisser la parole à Jules parce que tu as des choses à nous dire à ce niveau-là, je crois. Eh bien oui, alors pour une fois, j'ai pas vraiment chialé une introduction qui va durer plus que la chronique en elle-même. Je vais simplement vous parler d'une petite découverte qui a eu lieu, alors qui a commencé plutôt en 2010, mais qui a vraiment eu un retentissement en 2012, au niveau de la Suisse, assez proche de nous, au niveau du fameux lac de Suisse, le plus grand lac de Suisse, qui s'appelle le lac Léman. Yes, je le savais. S'en doutait. Je Pour l'avais les dit en auditeurs off. qui nous écoutent, hein, j'avais commencé à leur teaser l'épisode avant. Mais moi j'ai Alors- rien dit, hein, j'ai laissé faire le suspense. Alors le lac Léman, c'est un lac assez placide, d'aspect assez grand. On le voit jusqu'à l'horizon lorsqu'on est au niveau de Genève. Aucun danger ne semble en émaner, et pourtant. En avril 2010, Stéphanie Gué et Girard Clos et Katrina Kremer, navré pour les noms, de limnogéologues. Alors qu'est-ce que des limnogéologues? C'est simplement des géologues qui vont s'intéresser à des dépôts lacustres, donc qui vont étudier ces dépôts dans les lacs, qui sont deux chercheuses à l'université de Genève, embarquent à bord de la Licorne, leur petite embarcation, pour une mission de 5 jours sur le lac Léman. L'idée est de rechercher d'anciennes traces d'épisodes de crues dans les sédiments du lac. Simplement, une crue va déposer énormément de sédiments d'un coup, hein, elle est beaucoup plus compétente à transporter des graviers, des sables et autres, et donc va en déposer beaucoup d'un coup. C'est à cela qu'on peut reconnaître dans les sédiments d'anciens épisodes de crue. Et c'est à la recherche de ces anciens épisodes que ces deux chercheuses sont parties sur leur bateau la Licorne. Ça fait un peu Tintin là. Ça fait un peu Tintin, ouais, c'est ça, C'est exactement. Ouais. Alors peu après avoir largué les amarres et enclenché l'appareil d'éco-sondage pour déjà se faire une pré-idée des couches sédimentaires qu'on peut trouver au fond, elle remarque sur leur écran une anomalie dans cette couche de sédiments. Elle découvre en fait une couche peu ordinaire, particulièrement épaisse, au milieu du lac. Quand je dis particulièrement épaisse, c'est une formation de plus de 10 km de long, 5 km de large et plus de 5 mètres de profondeur. Ces volumes ne peuvent s'expliquer que par un événement absolument colossal. Et par hasard, ces deux scientifiques viennent en fait de tomber sur les traces d'un glissement de terrain sous lacustre, donc sous le lac, qui a pu provoquer un immense raz-de-marée sur le Léman. D'après leur observation, le glissement de terrain lui-même correspondrait à environ 250 millions de mètres cubes. Je ne sais pas si vous vous rappelez ma chronique sur les écroulements dans les Alpes. C'est absolument immense, 250 millions de mètres cubes. N'oubliez pas, un Chauvet, l'écroulement qui a bloqué la grotte, fermé la grotte Chauvet, c'est 40 000 mètres cubes à peu près. Une pécanie, Ouais. quoi. 40 000 ou 4 000, je sais même Ah pas ouais. si c'est pas 4 000, à voir. Enfin, bon, 250 millions, c'est absolument hors d'échelle. Donc 250 millions de mètres cubes qui seraient descendus brutalement du haut du lac, donc de l'amont, vers le centre. Et des restes de végétaux piégés dans ces sédiments ont permis, grâce au carbone 14, il y a une magnifique émission sur le carbone 14 qui va bientôt sortir, qui est déjà sortie, Qui est normalement, déjà sorti dans la Tout est temporalité des derrière. auditeurs, Exactement. normalement. Ouais. qui permet donc de placer cet événement dans une fourchette chronologique située entre 361 et 612 après Jésus-Christ. Et là, on arrive à peu près aux limites de ce que les géologues peuvent nous dire. Mais ce qui est intéressant en science, c'est de pouvoir croiser les approches de différentes disciplines qui à elles seules ne pourraient pas nous donner une réponse complète. Et ici, justement, ces fourchettes de dates fait écho à ces deux chercheuses tout simplement parce que d'autres sont déjà sur ce créneau. C'est tout simplement les historiens. Pourquoi ? Parce qu'un événement
similaire est consigné dans des chroniques de cette fourchette de temps par 2 évêques, Marius d'Avenches et Grégoire de Tours. Ah, Grégoire de Tours, carrément. Alors pour commencer par le premier, Marius d'Avenches donc écrit dans les années 580. Donc voilà la traduction de sa notice écrite en latin. Cette année-ci, la grande montagne du Torredonum, dans le diocèse du Valais, s'écroula si brusquement qu'elle écrasa un bourg qui était proche. Des villages et en même temps tous leurs habitants. Sa chute mit aussi en mouvement tout le lac, long de 60 miles de large et de 20 miles, qui sortant de ses 2 rives détruisit des villages très anciens avec hommes et bétail. Le lac démolit même beaucoup d'églises, avec ceux qui les desservaient. Enfin, il emporta dans sa violence le pont de Genève, les moulins et les hommes, et entrant dans la cité de Genève, il tua beaucoup d'hommes. Alors pour les géologues, ce premier témoignage est intéressant parce que si on le voit d'un œil de géologue, ça veut dire que la vague suit immédiatement la chute de la montagne. N'oubliez pas, elle essaye de déterminer comment ça a pu se produire géologiquement parlant. Ouais. C'est un peu plus différent pour l'historien Grégoire de Tours, qui est contemporain de Marius. Pour lui, donc je reprends la traduction, alors apparut en Gaule le grand prodige du bourg de Torredonum. Ce bourg était placé au-dessus du Rhône. La montagne, après avoir fait entendre pendant 60 jours et plus, je ne sais quel sourd mugissement, se fendit enfin, se sépara d'une autre montagne qui lui était proche, et s'écroula dans le fleuve, entraînant dans sa chute des hommes, des églises, avec les richesses qu'elle contenait et des maisons. Les 2 rives étaient obstruées, l'eau remonta en arrière. Le lieu était en effet resserré des 2 côtés entre les montagnes, dans les gorges desquelles coule le fleuve. Inondant la partie supérieure de la vallée, il couvrit et détruisit tout ce qui se trouvait sur ses rives. L'eau s'étant accumulée, se répandit avec impétuosité plus bas. Elle surprit inopinément les hommes, comme cela était arrivé plus haut, les noya, renversa leurs maisons, fit périr les bêtes de somme, ravagea et détruisit par une violente inondation tout ce qui se trouvait sur ses rives jusqu'à la ville de Genève. Beaucoup rapportent que la masse d'eau était telle qu'elle se répandit par ladite ville en passant par-dessus les murailles. Alors là, bon, vous voyez déjà qu'on a quelque chose de beaucoup plus détaillé. Et pour l'évêque de Tours, la montagne s'écroule donc dans un défilé, elle obstrue le Rhône pendant quelque temps, et c'est un barrage naturel qui cède sous la pression. Donc là, c'est une rupture de lac de barrage, en quelque sorte. Ce qui n'est pas exactement le même événement, encore une fois pour nos géologues. Parce qu'encore une fois, pour le premier, c'est la montagne qui tombe, qui perturbe directement le lac, et le lac bouge par la suite. Pour notre deuxième témoin, ce serait plutôt l'écroulement qui va bloquer le Rhône, provoquer la mise en place d'un lac en amont, le barrage pète, et toute l'eau du barrage qui vient de se former part dans le Léman et le déstabilise. Bon, vous allez me dire c'est des détails de géologue, mais ça permet simplement de reconstituer une histoire petit à petit. Au final, en corrélant tout cela avec les archives sédimentologiques que maintenant on avait et qui permettaient de bien caler dans le temps et d'être sûr de cette anecdote, donc qui serait passée en 580, en 563 de notre ère, les scientifiques ont réussi à créer une simulation numérique de l'événement qui montrerait que l'écroulement lui-même aurait déstabilisé le sol en tombant, le choc sur le sol limoneux s'est transmis au haut du lac, et une grande quantité de sédiments déposés par le Rhône à son embouchure a glissé vers le milieu du lac. C'est ce phénomène qui a déstabilisé l'eau, créé une onde et provoqué un tsunami. Il a même été possible de mesurer l'ampleur et la vitesse de la vague en question. Elle avait environ 13 mètres de haut quand elle a frappé Vidi. 70 minutes plus tard, c'est une vague de 8 mètres qui balayait Genève. Marius, vous vous rappelez, affirme que la vague est entrée dans la ville, et Grégoire précise même qu'elle est passée par-dessus les murailles. Et bon, c'est une remarque qui paraissait un peu osée, jusqu'à ce que, en réalité, l'archéologue Charbonnet démontre que la muraille de la cité de Genève s'étendait alors jusqu'à la rive du lac, compte tenu des archives qu'on a de la hauteur de la muraille et de la hauteur de la vague. Effectivement, il avait bien vu juste. C'est une immense vague qui est passée par-dessus les murailles de Genève et qui a totalement noyé la ville. Alors vous voyez qu'on est arrivé sur une autre discipline, on est arrivé sur le côté archéologique. Alors en fait, l'archéologie pour le coup n'a pas permis d'énormément avancer sur la question, de reconstituer cette histoire, parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de choses à se mettre sur la dent.
Il faut se contenter de découvertes anciennes, mal documentées. On a par exemple une tombe du 6e siècle à Rhénat qui semble avoir été bouleversée par un choc assez important, et 5 squelettes humains mis au jour en 1870 lors de la construction d'un collège à Noville. Quoi qu'il en soit, ces archives historiques, qui permettent donc de mettre un nom sur cet événement et d'aller plus loin dans l'analyse, de mettre un nom sur la montagne qui s'est effondrée, d'aller plus loin dans l'analyse géologique, est centrée sur un lieu, c'est-à-dire une mémoire, des personnes qui l'ont vu, qui ont pu le raconter. Pourtant, beaucoup d'autres événements ont pu se dérouler sans que la mémoire des gens qui l'ont vécu parvienne jusqu'à nous, ou même sans qu'il y ait d'observateurs pour les voir. Et c'est là que justement ces données naturelles, ces archives naturelles permettent d'aller beaucoup plus loin. Ainsi, les 2 scientifiques ont recueilli des données qui montrent d'autres déplacements massifs de sédiments dans l'histoire du Léman. En tout, ce sont 6 tsunamis qui se seraient déroulés sur une période de 3750 ans. Et en réalité, il y en a certains, alors pas que au Léman, mais il y a certains événements semblables qui ont été gardés en mémoire sur un temps relativement court. Ainsi, en 1584, une série de tremblements de terre déstabilise une paroi rocheuse proche du premier écroulement du Torredonum, vers Ivorne, donc toujours en amont du lac Léman. L'écroulement en lui-même fait 100 morts et provoque là encore un petit tsunami sur le Léman. En 1601, un fort séisme crée plusieurs vagues dans le lac, des 4 cantons en Suisse. En 1687, une crue violente et soudaine de la rivière Mutoa va créer encore une fois un tsunami sur le même lac des 4 cantons. En 1806, un gole d'eau, un écroulement de 40 millions de mètres cubes, finit sa course dans un lac proche, provoquant là encore un même événement. Et enfin, en 1822, un fort séisme au niveau du lac du Bourget crée un tsunami à sa surface qui a été documenté. Mais qui se souvient de tous ces événements ? En fait, on oublie ces catastrophes. Il y a des chercheurs qui ont avancé l'idée selon laquelle on oublierait globalement les catastrophes au-delà de 150 ans. Et donc, qui garde la mémoire en fait de ces événements, qui par nature en fait sont très rares, c'est ce qu'on appelle la courbe de Farmer, c'est que les événements de haute intensité sont de très faibles fréquences. Ainsi, les événements vraiment majeurs, les catastrophes majeures, arrivent très rarement, ça paraît assez logique dit comme ça, mais donc on n'en garde pas la mémoire. D'où l'intérêt de croiser les disciplines, de toujours d'avoir aussi recours aux archives naturelles et de pouvoir petit à petit reconstituer à la fois les histoires, la chronologie de ces événements, mais également de comprendre comment ils arrivent. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes aujourd'hui dans une période de réchauffement global, et dans les Alpes et dans d'autres montagnes, la conséquence directe de ce réchauffement, je vous l'avais dit dans une précédente émission, c'est la fonte du pergélisol, le permafrost en anglais, c'est le sol gelé qu'on peut trouver dans les hautes latitudes ou alors dans les hautes altitudes. Et ces sols gelés en haute montagne, en fait c'est le ciment des montagnes. Elles se sont agencées comme ça et beaucoup de parois tiennent en partie grâce à ces sols gelés. Et ainsi la déstabilisation de ce ciment froid par le réchauffement des parois provoque des déstabilisations et des écroulements. Depuis plusieurs dizaines d'années, on a constaté une explosion des écroulements dans les Alpes. Les alpinistes le savent par exemple particulièrement bien. Et ainsi, l'augmentation de ces risques au niveau des montagnes, l'augmentation de ces risques d'écroulement, on le voit, peuvent au-delà de l'écroulement lui-même, provoquer bien plus loin des phénomènes divers qui peuvent aller donc jusque dans les zones de lacs à des événements de tsunami, chose qu'on aurait du mal à imaginer par exemple en étant à Genève, en étant juste en face de la grande et j'ai zappé la grande fontaine. Le jet d'eau, c'est ça ? Le jet d'eau, oui. Le grand jet d'eau de Genève, on aurait du mal en regardant l'eau plate du lac à imaginer de tels événements. Ouais. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, il y a un événement absolument abominable qui est arrivé en Himalaya. Si vous avez vu les images, c'est des vagues immenses qui déferlent dans des vallées, qui détruisent tout sur son passage. Il y a eu énormément de morts, des dégâts inestimables. Là, pour le coup, bon, c'est pas un tsunami, c'est un lac de barrage qui a cédé, une poche sous-glaciaire. Bref, c'est des événements qui vont probablement arriver de plus en plus. Et ainsi, comprendre leur dynamique, comprendre leur temporalité, mais comprendre également leur puissance, l'importance, leur ampleur qu'ils peuvent avoir parfois, même lorsque nous-mêmes nous l'avons oublié, est un des défis majeurs pour les prochaines années. Qu'il va falloir relever, quoi. Exactement.
Voilà, j'espère que vous avez découvert cette petite histoire autour du léman. Alors c'était une petite histoire de recherche brève cette fois-ci, mais j'espère que ça vous aura fait réfléchir. Peut-être, voilà, ne vous angoissez pas non plus en allant vous baigner dans le léman. C'est un événement qui se reproduira très certainement. Simplement, l'idée c'est déjà de pouvoir l'anticiper, notamment dans sa gestion, dans la gestion de l'événement. Peut-être pas dans son annulation en quelque sorte, mais dans sa gestion oui, et pouvoir par exemple prévenir, hein, je vous ai dit, ça a mis à peu près 1h30 à arriver jusqu'à Genève, alors il n'y a pas que Genève, hein, bien évidemment, il y a d'autres villes qu'il faudrait protéger, mais enfin on pourrait déjà mettre en place c'est déjà en cours, hein, mettre en place des processus pour pouvoir avertir les gens, pour pouvoir voilà, anticiper et gérer la crise. Ok. Voilà. Ok. Donc, dormez sur vos 2 oreilles, au bord du lac, Yes. avec le soleil tapant votre dos, et vous inquiétez pas trop non plus. Oui, de toute façon, il faut pas non plus surinquiéter, mais c'est quand même intéressant de savoir que ça peut arriver à un moment donné ou à un autre, quoi. C'est clair, oui, de savoir que c'est arrivé. C'est arrivé plusieurs fois. C'est ça que ça arrive plusieurs fois. Ouais. Ouais. Du coup, Marc, tu connaissais l'écroulement lui-même, mais je sais pas du coup si tu savais qu'il y en avait eu plusieurs. Non, je savais pas qu'il y en avait eu plusieurs. Je pense que celui que je connaissais, c'est celui qui est répertorié par mon vieux Grégoire, je pense, mais le Torredonum. je sais plus comment je l'ai appris, parce que j'ai bossé sur mon mémoire sur un des châteaux au bord du lac Léman, donc peut-être que c'est là-dedans que j'ai appris l'existence de ce passage-là, mais alors c'est des très très lointains souvenirs, hein, bien sûr. Alors c'est en 2012 qu'il y a une publication dans Nature, ouais. Et autrement il y a un très très bon documentaire d'Arte sur la question. Ah, cool. Voilà, donc qui n'est plus disponible sur YouTube, à mon grand désarroi, mais qui, voilà, si jamais vous voulez vous le procurer, c'est un super bon documentaire qui justement fait partie de ce documentaire qui montre l'intérêt et la force de croiser différentes disciplines. Comment est-ce qu'une discipline qui n'arrivait pas à aller jusqu'au bout de sa question parce qu'elle était limitée par sa méthodologie et par tout simplement les archives qu'elle traite, va à un moment donné bénéficier de l'expertise et de l'analyse d'autres scientifiques sur une autre discipline qui eux-mêmes avaient des visières et ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils voyaient, et donc les vestiges et les archives font sens lorsqu'elles sont mises en commun et qu'on travaille dans ce genre-là. Bah, merci du coup Jules pour ta super chronique, encore une fois, d'histoire de recherche. C'est toujours aussi cool, toujours aussi intéressant. En plus c'est chouette parce que tu parles de lacs et souvent dans les lacs il y a des trucs à l'intérieur, il y a des poissons, il y a des bateaux coulés, mais il y a aussi parfois des créatures un peu cheloues à l'intérieur, et c'est peut-être elles finalement qui créent un peu tous ces tsunamis, je sais pas. Des fois je me pose peut-être un petit peu la question, et je pense que Nico tu peux peut-être y répondre en partie, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le lac Léman ? Ouais, peut-être qu'il y a un monstre dans le lac Léman. Peut-être. Je sais pas, ouais. C'est vrai, du coup, on va parler de sujets, on va rester dans les mystères, un peu des choses un peu inexpliquées, on va se poser des questions, hein, ce soir. Pour ma part, et je pense que c'est le cas pour vous aussi, je trouve que ça toujours fascinant la manière, et comme l'a prouvé Jules aussi, comme l'a montré Jules aujourd'hui, toujours trouvé fascinant la manière dont les humains ils se représentent le monde qui les entoure, et comment des sujets ou des événements qui peuvent paraître exceptionnels de prime abord et un peu inaccessibles à la compréhension simple se transforment peu à peu en des mythes ou des légendes. Il n'est pas facile d'appréhender comment les anciennes civilisations se représentaient leur monde, et on l'a vu d'ailleurs avec le tsunami du lac Léman, et c'est pour ça aussi que les diverses disciplines qui tournent autour de l'histoire, l'archéologie, sont vraiment passionnantes en fait pour comprendre tout ça. On pourrait croire que de nos jours, il est plus facile de démystifier des croyances, de démêler ce qui relève de l'imagination pour expliquer des réalités complexes. Mais l'actualité nous apprend qu'il n'en est rien. Bien au contraire, avec Internet, de nouvelles croyances émergent, de nouvelles mythologies modernes qui peuvent, dans les cas les plus extrêmes, se mêler à la politique ou à des idéologies un peu passéistes et complotistes, se forment, et du coup on se rappelle tous des événements qui ont eu lieu par exemple début janvier au Capitole aux États-Unis par exemple. Il est des sujets qui stimulent tellement notre imaginaire qu'on adorerait y voir une part de réalité. C'est le cas de notre sujet d'aujourd'hui puisque je vais vous parler de cryptozoologie. Et comme je n'y connais absolument rien et que je ne suis ni biologiste ni zoologue, je vais me baser sur un livre que j'ai lu il y a 1 ou 2 ans maintenant et que j'ai relu à l'occasion de cette chronique. Ce livre, c'est « À la recherche des animaux mystérieux, idées reçues sur la cryptozoologie ». Ce livre est écrit par Eric Buffetot.
qui est paléontologue, spécialiste des vertébrés et des dinosaures. Et qui de mieux pour nous parler d'animaux étranges, dont l'existence est controversée, qu'un spécialiste d'animaux encore plus étranges, dont l'existence a été prouvée. Parce que c'est vrai que quand on décrit un peu un dinosaure, c'est quand même assez particulier comme animal. C'est clair. C'est pour ça qu'ils sont fascinants. Le d'ailleurs. terme... Oui, c'est clair, tout à fait. Et c'est vrai que ça doit être vraiment passionnant d'écouter des vrais paléontologues parler, je pense. Grave. Je me rappelle en avoir entendu notamment des médiateurs culturels, mais tu sais, qui ont des doctorats au Muséum d'Histoire Naturelle, et c'est des gens qui sont passionnés et passionnants. Le terme cryptozoologie, c'est un néologisme qui est créé dans les années 1950 et qui désigne littéralement l'étude des animaux cachés, c'est-à-dire des animaux dont la science ignore l'existence. À mi-chemin entre une branche de la zoologie et une pseudo-science, c'est devenu un terme un peu fourre-tout, où se mêlent des pratiques non scientifiques, l'étude des monstres, comme par exemple le Yeti ou encore le monstre du Loch Ness, des théories un peu invraisemblables, mais aussi des fraudes et des mystifications avérées. Pourtant, il existe une vraie tentative de définition scientifique qui peut se résumer à l'étude des formes animales encore inconnues, au sujet desquelles on ne possède que des preuves testimoniales ou circonstancielles, ou des preuves matérielles jugées insuffisantes. Dans la pratique, cela se traduit par accumuler des témoignages et des indices afin de définir de tels animaux et de les classer de manière zoologique. Mais la confirmation de leur existence ne pourra se réaliser tant qu'un individu, vivant ou mort, ne sera obtenu, analysé et étudié par des pratiques et méthodes de la zoologie conventionnelle. Ce qui d'ailleurs mettrait paradoxalement fin à l'objet d'étude même de la cryptozoologie. Donc en fait, la cryptozoologie, c'est un peu une discipline qui avance pour ne plus exister en fait. La limite de la cryptozoologie, c'est donc son absence de méthode efficace, car décrire et classer une espèce sans preuve indiscutable n'en fera jamais une science fiable au final. Le postulat de base de la cryptozoologie est qu'il existe encore des espèces animales à découvrir, et dans les faits, c'est complètement vrai. Les scientifiques estiment qu'il existerait 5 millions d'espèces animales et végétales, dont moins d'un quart seraient actuellement répertoriées. Chaque année, ce sont environ 15 000 espèces nouvelles qui sont signalées. La majorité c'est des insectes, mais ajoutons une petite nuance, parce que dans beaucoup de cas il s'agit de réattribution d'espèces animales que l'on connaissait déjà, et qui grâce aux études ADN et au progrès de la science sont juste mieux référencées. Mais ce n'est pas ça que recherchent les cryptozoologues. Dans la lignée des grandes découvertes, ils s'intéressent aux espèces de grande taille, plutôt spectaculaires, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à trouver après un siècle de recherche zoologique conventionnelle. La méthode de récollement des témoignages de locaux, de voyageurs ou d'aventuriers, et les récits romantiques et traditionnels, tout ça, ça participe à forger une mythologie qui entoure la cryptozoologie et appose des bases aux limites de la science. C'est encore davantage renforcé par le fait que le travail de terrain n'est pas obligatoire. On peut très bien, par exemple, être cryptozoologue et se contenter de faire des recherches bibliographiques, ou de manière plus contemporaine, rester assis derrière son ordinateur. Il est à noter cependant que certaines expéditions ont bien été montées dans le passé, sans grand succès bien évidemment, dans le but de traquer des animaux mystérieux, comme dans les années 1900 par exemple en Patagonie, où des Britanniques se lancent à la recherche du paresseux géant, et dans les années 1950 dans l'Himalaya à la recherche du Yéti. Mais il est des cas où les enquêtes cryptozoologiques ont permis de véritablement découvrir des espèces animales. En effet, en utilisant les mêmes méthodes, c'est-à-dire le recueil de témoignages et la synthèse bibliographique, il y a des expéditions qui ont été menées et qui ont pu permettre de découvrir de vrais animaux, comme l'okapi en 1901 au Congo, ou le saola, qui est un bovidé qui ressemble à une antilope. Je ne connaissais pas du tout cet animal avant de le découvrir dans le livre, qui a été découvert en 1993 au Vietnam. Bon, ça fait en gros une découverte par siècle contre plusieurs milliers de découvertes annuelles par la zoologie conventionnelle, mais au moins les résultats ne sont pas nuls. C'est pas faux. On peut le reconnaître. Ah, il est classe ce bovidé à corne de gazelle. Oui, t'as vu, on dirait vraiment une antilope ou une gazelle. Ouais, c'est trop classe de voir que mine de rien, ça a servi quand même pour des vraies découvertes. Ça, je savais pas du tout, c'est trop chouette. Ouais, et puis au final, le paresseux géant, techniquement, il existe. Il a existé aussi. Alors, il a existé, ouais, carrément. On va y revenir. Ah. Alors, un cas célèbre associé à la cryptozoologie, c'est en 1938 la découverte du sélacanthe.
qui a été pêché dans l'océan Indien, qui est issu d'une famille de poissons que l'on pensait éteinte depuis des dizaines de millions d'années. Mais malgré le côté exceptionnel de cette découverte, ce n'est pas vraiment en fait de la cryptozoologie, dans le sens où en fait personne n'était à la recherche de l'animal, et personne n'avait non plus témoigné de son existence. Mais d'un certain côté, ça a ravivé en fait ce courant de recherche d'animaux de grande taille, parce que ça prouve qu'il existe bel et bien des espèces que l'on pensait disparues et qui existent encore. L'animal mystérieux à rechercher est nommé le cryptide par les cryptozoologues. Les cryptides, ils peuvent être de différents types. Ça peut être des fossiles vivants par exemple, qui est un terme qui renvoie à des espèces que l'on connaît sous la forme de fossiles et qui auraient très peu évolué jusqu'à nos jours. On peut citer par exemple le monstre du Loch Ness qui est souvent considéré comme un plésiosaure, ou le Yéti comme un Gigantopithecus, c'est-à-dire un singe géant dont on connaît les fossiles, ou encore le Mokele Mbembe, une sorte de dinosaure censé vivre dans les marais du Cameroun. Mais tout ceci, en fait, c'est issu d'un rapprochement qui est plutôt risqué, étant donné que cela sert plus souvent à trouver une quelconque ressemblance en fonction des données paléontologiques disponibles. Et il faut souligner que ces données, tout comme la représentation des animaux préhistoriques, ça évolue avec le temps et la recherche. Et du coup, on a de nombreux cryptides qui se retrouvent représentés comme des dinosaures ou des animaux à la manière dont se les représentait à l'époque de leur entrée dans le monde de la cryptozoologie. Par exemple, on peut avoir des dinosaures qui sont représentés de manière très archaïque pour nous, par exemple de la manière dont on les représentait au 19e ou au début du 20e siècle. En réalité, en fait, il est très difficile de s'imaginer qu'un animal préhistorique de grande taille ait pu rester ignoré par la science jusqu'à notre époque. De plus, si on reprend l'exemple du sélacanthe, on voit qu'il existe une évolution notable entre le poisson que l'on connaît de nos jours et les fossiles qui datent de, je crois, 66 millions d'années. Parmi les autres types de cryptides, on peut citer des animaux disparus plus récemment et dont les cryptozoologues recueillent encore de nos jours des témoignages, comme le tigre de Tasmanie, qui est éteint en 1938, mais qui est toujours un sujet d'études cryptozoologiques actif, j'ai envie de dire. Alors, si on reprend un peu les cas présentés dans le livre, on voit que, si vous avez l'occasion de le lire, vous verrez que l'auteur présente un certain nombre d'animaux comme ça, fantastiques, mystérieux. Du coup, on va un peu rentrer dans le vif du sujet, et je vais vous en présenter certains, si vous voulez bien. En premier lieu, on va parler d'un monstre qui est très connu à travers le temps, et les époques, c'est le grand serpent de mer, qui apparaît dans les bestiaires du XVIe siècle, et qui culmine avec les récits des marins et les journaux du XIXe siècle, dont les témoins le décrivent ainsi dès 1817 comme un gigantesque serpent, dont la tête ressemble à celle d'un cheval, et d'une longueur de 20 mètres. Contrairement aux serpents terrestres, il se déplace dans l'eau par ondulation verticale, et non horizontale, ce qui fait que les paléontologues de l'époque le rapprochent du plésiosaure. Les zoologues y proposent également que c'est peut-être un mammifère marin inconnu, comme par exemple un phoque ou une otarie avec un cou gigantesque. Et en 1892, on recense déjà pas moins de 187 rencontres avec cet animal mystérieux, et des expéditions sont même organisées pour en trouver un spécimen mort ou vivant. À l'époque, on espère plus mort d'ailleurs. Tu m'étonnes. Mais on constate que les observateurs y varient beaucoup dans leurs témoignages, et certains scientifiques pensent qu'il n'existe non pas un type de serpent de mer, mais plusieurs animaux inconnus, dont les plus originaux seraient une superloutre ou encore une anguille géante, qui, en l'absence de spécimens type, conduisent la communauté scientifique à un certain scepticisme, comme vous pouvez vous en douter. Surtout pour la superloutre. Ouais, j'ai pas d'image de la superloutre. Je suis un peu déçu. Ouais. J'ai trouvé le Todericus, mais j'ai pas trouvé le... Alors, certains cadavres aux formes étranges échoués sur les plages sont attribués aux serpents de mer depuis le 19e siècle. Mais il a été prouvé que ce n'était, dans la plupart des cas, que des cadavres de requins qui, en se décomposant, en fait, perdent leur partie de chair sous la colonne vertébrale, ce qui les fait ressembler en fait vaguement à des monstres un peu longilignes avec des nageoires. Alors, mais le monstre marin le plus connu, c'est sans doute celui qu'on a déjà évoqué un petit peu avant, c'est celui qui vivrait dans le Loch Ness, de son petit nom Nessie. D'ailleurs, je connais un couple d'amis dont le chat s'appelle Nessie, et c'est un gros chat. Je leur fais un petit coucou au passage. Et c'est un peu une des figures de proue de la cryptozoologie.
Et malgré les moyens qui ont été mis en œuvre pour enquêter, personne n'a pu encore confirmer son existence. C'est en 1933 que des témoins en parlent pour la première fois, et le succès de la créature supposée est immédiat, attirant rapidement des curieux, des chercheurs et aussi des journalistes. Des fraudes et des canulars suivent ce mouvement d'emballement médiatique, et suivant le schéma récurrent de la cryptozoologie, l'animal est rapidement identifié comme un plésiosaure, et tant pis si le Loch Ness est un lac géologiquement très récent formé à la suite de la fonte des glaces il y a 10 000 ans, c'est l'hypothèse qui reste dans le milieu. D'autres cryptozoologues reviennent avec l'hypothèse encore d'un phoque à grands coups ou encore d'un amphibien géant inconnu. Mais d'autres problèmes se posent. Pour qu'un animal de cette taille existe dans un endroit aussi restreint, il faudrait qu'il y ait déjà plusieurs individus pour qu'une population puisse y perdurer à travers le temps, et malheureusement le lac ne possède pas de source de nourriture suffisante pour faire vivre une telle population. Mais le principal souci avec le monstre du Loch Ness réside dans la faiblesse de ses témoins d'origine. Même s'ils sont nombreux, ils font davantage référence à des ondulations, des sortes de bosses, des dos, un cou qui émerge de la surface de l'eau. Et on s'aperçoit assez vite que il y en a pas mal qui sont juste des illusions d'optique, et d'autres des confusions avec des animaux bien réels, comme des loutres ou des phoques tout à fait normaux. Les photos du monstre, car il y en a eu, sont soit des trucages, soit trop floues ou de trop mauvaise qualité pour apporter une preuve convaincante. Après 80 ans de mystère, il est donc hautement improbable qu'un monstre existe dans le Loch Ness, mais au moins cela fait autant de temps que la région profite des retombées touristiques. Donc je vais pas évoquer tous les cas que présente le livre pour vous permettre de les découvrir par vous-même, si ça vous intéresse. On va passer sur le Mokele Mbembe, le Yeti, encore le paresseux géant de Patagonie, désolé Marc, et bien d'autres encore. C'est pas grave. On va plutôt faire un tour du côté des États-Unis, si vous voulez bien, et évoquer le cryptide le plus célèbre d'Amérique du Nord, qui est le Sasquatch, ou encore le Bigfoot. Donc ce grand primate velu et bipède qui vit dans les forêts. Donc issu du folklore natif américain, les Occidentaux font état de sa rencontre avec lui dès le 19e siècle, mais c'est depuis les années 1950 que l'ampleur de sa célébrité a vraiment explosé. Il existe aux États-Unis de vraies communautés de chercheurs de Bigfoot qui se rassemblent lors de conventions en partageant leur travail de cryptozoologue professionnel ou amateur. Alors, au passage, un cryptozoologue professionnel, c'est souvent quelqu'un qui va vivre de ses livres et de conférences. Donc cette popularité vient à la fin des années 50 de la découverte de grandes empreintes de pas qui vont, pour certaines, jusqu'à 60 cm de long, dans des lieux assez reculés et proches des forêts. Depuis, nombre de ces empreintes se sont avérées être fausses, de l'aveu même des faussaires, qui faisaient parfois preuve d'un niveau de sophistication très élevé en prenant en compte par exemple la démarche de la créature qu'ils voulaient imiter. Et ces faussaires, ils étaient capables de se déplacer sur des distances très longues et dans des endroits perdus juste pour réaliser leur performance. Donc en soi, c'est assez admirable de penser que ces gens ont créé presque toute une mythologie grâce à ça. Donc selon les témoins visuels, le Bigfoot, il varie en termes de couleur, de taille, et il est donc pas aisé d'en faire une description uniforme. Le document le plus mystérieux, c'est un supposé film de Bigfoot qui a été tourné en 1967 et qui montre un être bipède au pelage noir se déplacer dans la vallée d'un ruisseau. Mais ce document, il divise encore aujourd'hui et il n'y a aucun consensus qui ne parvient à se dégager sur son authenticité et sur ce qu'il présente. S'agit-il d'un primate inconnu ou d'un homme déguisé en gorille ? Je vous conseille à ce sujet de voir la page Wikipédia de ce film pour constater la diversité des avis et l'étendue de la question. Et cette ambiguïté, elle se caractérise dans toute la question entourant le Sasquatch. Les partisans de son existence sont nombreux, même dans la communauté scientifique aux États-Unis, mais plus nombreux encore sont ceux qui restent sceptiques sur le sujet. Et ce ne sont pas les quantités énormes de faux et de canulars sur le Bigfoot qui vont aider. En plus des empreintes, on a aussi des faux cadavres ou des trucages photos ou vidéos. C'est d'ailleurs étrange qu'un vrai cadavre de Bigfoot n'ait jamais fait son apparition dans un pays où autant de monde est à sa recherche et où les armes à feu sont si faciles d'accès. Donc c'est tout naturellement que le Bigfoot y rejoint de nos jours les rangs de la mythologie moderne nord-américaine, au même rang que les extraterrestres ou le paranormal. Il faut savoir que les cryptides hominidés ils se retrouvent partout sur la planète. Du Caucase à la Mongolie, c'est même l'homme de Néandertal que l'on dit apercevoir dans les forêts.
En Asie centrale, ce sont encore des sortes de primates velus à taille humaine, et en Indonésie et en Afrique, on parle de petits êtres d'aspect simiesque et bipède, et même l'Australie a son équivalent du Sasquatch. On en signale aussi à Madagascar, malgré le fait que sa faune soit endémique, et ces créatures sont si nombreuses et variées que c'est difficile d'envisager qu'elles puissent toutes exister en même temps. L'auteur du livre, il fait alors un parallèle assez intéressant avec le mythe et la symbolique de l'homme sauvage, qui est un thème qui se retrouve dans plusieurs cultures à travers le monde. Donc, l'homme des bois qui vient en marge de la société, et qui en est tellement déconnecté qu'il agit comme une bête. En Occident, il s'oppose aux idéaux de la chevalerie médiévale, par exemple, et se retrouve dans l'iconographie, à travers des enluminures ou l'héraldique. Au XVIIe et XVIIIe siècle, il fait écho à la philosophie, à un état d'innocence et de vie en communion avec la nature. Mais un doute subsiste. Le mythe de l'homme sauvage est-il basé sur des observations réelles, ou les observations sont-elles basées sur le mythe de l'homme sauvage ? Je vous laisse méditer à ça. Et en l'absence actuelle de données tangibles qui assurent un consensus scientifique, il est quand même raisonnable de douter qu'une réalité biologique existe derrière ces observations. Revenons en France pour un dernier cryptide, parce que chez nous aussi on a une créature qui suscite l'intérêt des cryptozoologues, c'est la bête du Gévaudan. Alors, c'est considéré comme un cryptide ? Oui, exactement. Ok. En même temps, c'est un lion dans une armure, donc c'est normal. Alors, pour rappel, la bête, elle a attaqué et tué, voilà, surtout si vous n'avez pas vu le film Le Pacte des loups. Je viens de spoiler allègrement d'ailleurs, sans vergogne. Donc, elle a attaqué et tué des dizaines de personnes entre 1764 et 1767. Et même Grégoire de Fronsac n'a pas réussi. Ah bah si, du coup, je viens de re-spoiler le film. Donc, son nombre de victimes, il atteint 83 personnes, principalement des femmes et des enfants, et l'on en parle dans les gazettes, donc les ancêtres des journaux de l'époque, qui circulent dans toute l'Europe. C'est une affaire qui est célèbre même à l'époque. L'histoire est complexe et fait intervenir de nombreux protagonistes, des locaux, des militaires, des chasseurs, jusqu'à ce qu'un paysan tue un animal et que les attaques cessent. Cette histoire, c'est un vrai mystère et elle présente des questionnements cryptozoologiques quant à la nature de cette bête. Au XVIIIe siècle, le plus grand prédateur dans l'ensemble des régions de France, c'est incontestablement le loup. Mais l'hypothèse d'un simple loup qui aurait pris goût à la chair humaine est loin de faire l'unanimité. De plus, comme dans d'autres affaires de bêtes mystérieuses, les témoins décrivent l'animal de manière très variée et l'on parle parfois de hyènes, de lions, de panthères, voire même de singes. Au XIXe siècle, on a tendance à penser que les meurtres de la bête sont l'œuvre d'un ou plusieurs loups. Mais au XXe siècle, ce mystère gagne l'intérêt populaire et de plus en plus d'auteurs s'emparent du sujet pour proposer des thèses toutes plus originales les unes que les autres. On a des complots, des créatures hybrides, des bêtes dressées par des sadiques, etc. Et d'ailleurs, si on reprend le Pacte des loups, on voit que c'est un peu un condensé de tout ça. Ouais, c'est vrai, ouais, putain. Il faut garder en tête que ces hypothèses, teintées de fantastique, elles sont contemporaines d'un mouvement qui incite la plupart des auteurs à rejeter l'hypothèse la plus simple, c'est-à-dire celle d'un ou plusieurs loups. Il existe aujourd'hui un vrai lobby, sans que ce terme soit connoté négativement, de défenseurs du loup, pour qui cet animal en fait ne peut s'attaquer à l'homme. C'est un argument qui est repris dans le cadre des campagnes de réintroduction du loup en France. La bête du Gévaudan, ça ne peut donc pas être un loup, car il faut absolument disculper cet animal pour favoriser son image positive. Mais comme le soulignent les historiens, il convient de rappeler que jusqu'au XIXe siècle, c'est quelque chose qui est assez fréquent, surtout sur les femmes et les enfants qui sont les proies humaines les plus faibles. Et il n'est pas rare que des paroisses recensent un nombre d'attaques plutôt élevé dans un temps et un espace donné. Donc l'hypothèse d'un ou plusieurs loups mangeurs d'hommes n'est pas la version la plus sensationnelle pour expliquer l'énigme de la bête du Gévaudan, mais c'est la plus vraisemblable au regard des connaissances historiques. Et on n'a pas besoin de faire appel au fantastique ou au complot. Cette affaire en fait de la bête du Gévaudan illustre bien l'attrait des cryptozoologues pour les thèses extraordinaires. Donc la cryptozoologie c'est un sujet délicat qui est coincé entre le scepticisme et la crédulité. Peu de scientifiques s'intéressent au sujet, et peu de cryptozoologues ont une rigueur et un esprit critique suffisant pour réellement faire avancer les choses. Ce que l'auteur du livre souligne, c'est cette sorte de crédulité volontaire dont font preuve les amateurs du sujet, qui les pousse à accepter tout témoignage ou élément qui parle de près ou de loin de la cryptozoologie.
Mais il souligne également que des zoologues et des paléontologues s'intéressent vraiment à la question, et qu'un dialogue est réellement possible tant que la passion ne se substitue pas au sens critique. Les cryptides, même s'il est peu probable qu'ils existent, sont dans tous les cas dignes d'intérêt car ils font partie intégrante de notre culture. Il est toujours bien de se mettre à rêver, même lorsqu'on fait preuve de rationalité. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait sur cette chaîne depuis le début. Pour aller plus loin, je vous recommande du coup de lire ce livre, hein, dont je vous rappelle le titre quand même, c'est « À la recherche des animaux mystérieux, idées reçues sur la cryptozoologie ». Donc il y a une série idées reçues, moi je me rappelle que pendant mes études j'avais idées reçues sur le Moyen-Âge je crois, il doit être encore chez moi. Et c'est des livres qui sont pas mal parce que c'est des bonnes synthèses en fait d'un sujet donné. Donc le livre aborde de nombreux thèmes que j'aurais pas le temps de développer ici, comme par exemple le lien entre la cryptozoologie et une forme de mythologie moderne, l'attrait des créationnistes pour le sujet, parce que s'il y a des bêtes qui peuvent pas être compatibles avec la théorie de l'évolution, ça peut profiter aux créationnistes, et ça va parler aussi des fraudes et des dérives, ou encore il y a un chapitre passionnant qui présente une réflexion sur les témoignages. Du coup, à la fin du bouquin, il y a une bibliographie d'une 40aine d'ouvrages, donc si jamais vous kiffez vraiment le sujet, vous pourrez vraiment l'approfondir. Ouais, d'accord. Grave. Donc, pour finir, je me dois d'évoquer ce qui m'a donné quand même l'idée de faire cette chronique, hein, parce que je sors un petit peu de ma zone de confort. En fait, en ce moment, je suis assez souvent en télétravail et j'écoute beaucoup de musique en travaillant. Et c'est en écoutant un groupe japonais que j'adore, hein, qui s'appelle Wednesday Campanella, que je me suis dit que ce serait une bonne idée de traiter de cryptozoologie. Alors le rapport, c'est que en fait ils ont fait un album entier consacré au sujet. Ah putain, d'accord. Ce qui est fascinant avec ce groupe, c'est leur inspiration qui pioche autant dans la culture, l'histoire, la géographie, que dans la pop culture. On a des albums consacrés aux mythologies, aux personnages fictifs ou légendaires, ou aux personnes célèbres. D'ailleurs on a des chansons sur Léonard de Vinci, Salvador Dali, ou encore Napoléon. Et en 2016, ils sortent l'album Uma, qui traite d'un cryptide différent dans chacun de ses titres. Donc je peux que vous recommander d'écouter Wednesday Campanella, son côté un peu électro-dynamique et planant, teinté de hip-hop parfois, et sa chanteuse Komwai, qui est également performeuse et artiste contemporaine. Eh bien, puisque c'est si gentiment proposé, Nico, je te propose qu'on s'écoute tout de suite Yeti de Wednesday Campanella. C'est parti.
ころを転々とし早34年気がつけば14じゃ単独と走ってたローセマルするだ裏切り完全順が次こそは西海岸サンタモニカに住みたい常夏とカリフォルニアドリーミングサマーバケーションそこに俺もみんなに風とカリフォルニアドリーミング地なすなるエモーションそんな俺はDonc, comme quoi, pour finir, l'imaginaire développé par la cryptozoologie amène indéniablement une certaine forme de créativité. Trop cool. Trop cool. Bah, merci beaucoup Nico pour ta petite chronique sur la cryptozoologie. Le bouquin a l'air vraiment super cool. Et c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Oui, je me suis bien amusé, parce que c'est vrai que c'est des trucs qui fascinent, mais on n'a pas forcément les connaissances ou le savoir pour l'aborder de manière rationnelle, quoi. Bien sûr, c'est clair. Ah, j'ai vraiment envie de creuser là, du coup, là, tout ce que la cryptozoologie a pu apporter au niveau naturaliste. C'est vrai que je trouve ça super intéressant, parce que c'est vrai que c'est... La démarche du cryptozoologue est étrange d'un point de vue scientifique, quoi. C'est que ils cherchent juste à trouver des trucs qui vont dans le sens d'une observation qu'ils ont déjà conceptualisé, quoi. Et c'est du coup c'est étonnant d'apprendre que ce faisant ça crée les conditions d'un hasard qui amène à découvrir des animaux qu'on connaissait pas. Enfin, c'est trop chouette. Ouais, c'est ça, c'est clair. Pour l'Okapi, c'est assez... Enfin, tu vois que ça reprend un petit peu toute l'ambiance des grandes découvertes, parce qu'on est au début du siècle. C'est, je crois, un militaire britannique qui a entendu les locaux parler d'une créature à mi-chemin entre plusieurs animaux, et du coup qui se lance un petit peu à sa recherche. T'as un côté un peu aventure qui entoure cette découverte. Pour le saoula, je me rappelle plus très bien, mais ouais, si ça vous intéresse, allez-y, creusez à fond. Grave, franchement. Carrément. Et bah du coup, puisqu'on en est à parler de choses qui sont mystérieuses, parfois peut-être possiblement un petit peu magiques, moi aussi je vais vous parler pas de cryptozoologie, parce que c'est pas des animaux à proprement parler, mais ça y est, c'est le retour des chroniques sur le petit peuple, enfin, après des mois et des mois d'absence. Bon, dans la temporalité des auditeurs, il n'y a pas vraiment de mois d'absence pour eux, mais pour moi si. ça a été compliqué d'écrire la chronique cet après-midi, parce que cette fois-ci on va parler du lutin. Alors du coup je vais commencer par une petite question pour vous deux. À votre avis, c'est quoi un lutin là, comme ça, si vous devez le décrire? Moi je pense un peu au nain de jardin, tu vois, comme je l'imagine. Ouais, genre avec un chapeau rouge, un une chapeau petite pointu, barbichette, c'est clair. et petit quoi. Moi je vous renvoie à ma chronique sur les gnomes, parce qu'au final les nains de jardin ressembleraient plutôt à des gnomes, même si les lutins ça ressemble quand même pas mal aussi à un nain de jardin, parce que le truc c'est que c'est le bordel en fait. Le petit peuple, tous ressemblent, tout le monde est toujours pareil, etc. Et en plus, lutin, c'est un petit peu une sorte de mot valise. C'est un paquet dans lequel on a placé plein d'espèces de lutins à l'intérieur. En France, et rien qu'en France, on a plus de 30 000 espèces de lutins qui ont été recensées. 30 000. 30 000 Rien qu'en dans l'Hexagone. Hein. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et en plus, le lutin, c'est une spécificité française, ou plutôt francophone. Donc t'en as pas qu'en France, t'en as en Belgique, t'en as en Suisse, et t'en as partout où les Français sont partis coloniser. Donc t'en as en Amérique, en Afrique, etc. Bref, dans tout le monde francophone, il y a des lutins. Et il y en a 30 000 rien qu'en France. C'est dingue, c'est beaucoup trop de lutins pour une seule chronique. Donc
Voilà, c'est pour ça qu'on va rester un petit peu dans la superficie. Alors, pour revenir à la base de ce qu'est le lutin, il faut, comme d'habitude, essayer d'être un petit peu dans l'étymologie. Les linguistes et autres philologues ont encore du mal aujourd'hui à savoir vraiment d'où vient le mot lutin. Les premières attestations de ce mot remonteraient au XIe siècle, sous la forme de nuitum. Le mot a été employé par Rabbi Shlomo ben Yitzhak Tsarfati, un rabbin, dans un commentaire qu'il a écrit sur le Talmud. Voilà, donc déjà à l'époque on mettait des commentaires dessus. Ouais, ça va avoir une certaine importance pour plus tard. Donc ça c'est au XIe siècle. Puis entre 1171 et 1181, le célèbre chrétien de Troyes emploie le mot Netun, donc qui ressemble quand même pas mal à Nuitun, dans son Yvain ou le chevalier au lion. On retrouve Nuiton, cette fois-ci, chez Benoît de Saint-Maur, un poète normand. Puis dès 1176, la forme Luitun, cette fois-ci, apparaît chez Wace, un autre poète normand, dans son ouvrage Roman de Roux, qui est un ouvrage de poésie médiévale. Donc on se retrouve là avec deux étymologies un petit peu particulières, Nuitun, Nuiton et Luitun, Luiton. Et il y a un monsieur qui s'appelle Walter von Wartburg, qui est un philologue et lexicographe suisse qui a vécu au début du XXe siècle. Il explique l'évolution du langage de la manière suivante. En gros, pour lui, l'ancien français écrivait d'abord Netun, Nuiton, d'après nuit, et petit à petit, ça s'est métamorphosé en Luiton, Luton, qui viendrait du coup de lutter. Donc en fait, nuit aurait fini par donner lutter parce que au niveau du lutin, c'est une créature qui vit la nuit et qui est plutôt balèze, et petit à petit, ça aurait donné le mot lutin. Et en fait, Walter von Wartburg, puisque je l'ai appelé Walter tout à l'heure alors qu'en fait il est allemand, donc c'est Walter von Wartburg, pas de Bourg d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de umlaut, va encore plus loin. Pour lui, tous les noms anciens du lutin, donc que ce soit Netun, Nuiton, etc., viendraient directement du dieu de la mer Neptune. C'est pas con parce qu'étymologiquement c'est vrai que ça se ressemble. Et en fait, les lutins seraient donc ce qu'on appelle des Neptuni, des sortes de rejetons du dieu Neptune. Sauf que Neptune, c'est un dieu païen, c'est un dieu latin, et comme tous les dieux, il a été déchu de sa fonction divine par la christianisation, et il est donc devenu l'inverse d'un dieu, un horrible démon païen des eaux, faisant par la même occasion des petites créatures aquatiques que sont les Neptuni, des êtres maléfiques. Donc encore une fois, c'est un grand classique comme d'habitude. Il va même plus loin, il pense que cette perception pourrait peut-être même être issue non pas du christianisme, mais en fait du judaïsme, expliquant de fait pourquoi est-ce que la première mention viendrait donc du fameux rabbin dont j'évoquais le nom tout à l'heure. Voilà, c'est un peu complexe, mais en fait cette étymologie, elle est acceptée par beaucoup de folkloristes, linguistes et historiens, et elle permet de justifier le lien entre le lutin et le monde marin, ainsi que le monde équestre. Parce que oui, en fait, le lutin, il est très proche du cheval et de l'eau, deux des attributs du dieu Neptune. D'autres théories y verraient aussi une sorte de syncrétisme, de choc culturel entre le monde germain et le monde roman, des mixtes entre les croyances celto-germaniques et les croyances latines. Pourquoi pas aussi, après tout, on n'était pas là, on peut pas vraiment savoir. Bon, en gros, les lutins, ça ressemble pas mal aux autres créatures du petit peuple, très proches des nains, voilà, comme tu as dit, effectivement, chapeau pointu, habillé un peu bizarrement, etc., une barbe, souvent vieux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il en existe près de 30 000 différents en France, et du coup, ça veut dire aussi que s'il y en a 30 000 différents, ils sont aussi physiquement très divers. Donc, pour éviter de partir en vrille, on va essayer de voir un petit peu les caractéristiques communes de ces 30 000 lutins, et après on en choisira quelques-uns pour en parler plus précisément. Alors donc, les lutins, ce sont des travailleurs aguerris, ils travaillent, et ils ont même parfois la réputation d'être de très grands guerriers, malgré leur petite taille. Après tout, il me semble qu'il y a un vieux sage vert aux oreilles pointues qui a dit un jour que c'était pas par sa taille qu'on pouvait le juger. Donc considérez que c'est pareil pour les lutins. Je sais pas si vous avez la ref, j'ai un peu honte de l'avoir placé ici, mais bon, voilà, c'est un petit moment. C'est un lutin dans l'espace. Voilà. Certains récits mentionnent donc une force tellement extraordinaire qu'il serait capable de vaincre un ours à main nue, un lutin, le truc qui fait au mieux 30 cm, quoi. C'est vraiment badass, quoi, au final. Malgré cette puissance, malgré cette force de travail ouvrière, presque d'une certaine manière, les lutins, pour se détendre, ce qu'ils font, c'est que souvent ils s'amusent aux dépens des humains, voire même aux dépens plutôt des humaines.
Est-ce que vous connaissez le mot lutiné? Oui, lutiné. Ouais, voilà. Pas du tout. Pas du tout. Alors lutiner, Jules, j'ai trouvé la définition dans le Larousse du coup parce que je voulais être certain. Lutiner, ça veut dire poursuivre une femme de ses baisers, de ses caresses et de taquineries galantes. Voilà, donc je sais pas trop si c'est pas presque une définition du harcèlement de rue parce qu'il y a quand même poursuivre dans la définition. Voilà, donc lutiner, ça vient de lutin, bien évidemment. Donc le lutin, c'est un pervers, hein, voilà, très clairement. Donc il va agresser des femmes pour voilà, pour du sexe, tout simplement. Donc on part sur une... Putain, c'est le gros lourd dans la rue. Ouais, voilà, c'est ça. Hey madame. Eh madame, t'as pas un 07. Voilà, c'est C'est un vraiment lutin. ça, c'est le lutin. Lutiner, c'est ça, c'est... Voilà, on peut appeler les harceleurs de rue des lutins d'une certaine manière. Ou des trolls, au final, tout est lié, vous voyez, comme toujours. Hein, c'est vraiment... Oui, Ouais, c'est interchangeable. C'est ça qui est assez ouf. Donc voilà, le lutin est un pervers, ok, c'est acté. En fait, il est quand même très délicat de saisir les caractères physiques et psychiques du lutin en raison, comme je l'ai dit, du très grand nombre de rôles qu'il peut jouer. Parce qu'il est lié tantôt à la forêt, à l'eau, à l'air, aux dunes, aux prés, protecteur du foyer, des enfants, des animaux, aussi démon nocturne, bandit voleur, lubrique insatiable. Il a survécu à travers les contes et les récits du folklore populaire transmis par la tradition orale pendant des siècles durant. Il fait partie du monde de la nuit, il se place entre le monde des hommes, celui de la nature, celui des esprits, il appartient aux trois à la fois. Donc, c'est là qu'on va commencer à avoir plusieurs sortes de lutins. T'as les bons lutins, t'as les mauvais lutins. Non, pas vraiment en fait. Un peu, mais pas trop. T'as le lutin du foyer, celui qui vit dans le monde des humains. Alors le lutin du foyer, c'est dans son nom, hein, en gros, c'est un ancien lutin qui vivait dans la nature, habitat souterrain, sous des collines, dans des bois, etc., racines de grands arbres, et tout d'un coup il se dit, pourquoi est-ce que j'irai pas dans une ferme? Et généralement, quand il va dans cette ferme, il se met au service de ses habitants. Bon, il est au service des habitants, mais comme c'est un lutin, il s'amuse quand même toujours et il trouble un petit peu le repos des habitants la nuit, généralement. Voilà. Mais les lutins, c'est pratique parce qu'ils surveillent, ils protègent, ils tiennent propre la maison, ils font la cuisine, ils consolent les enfants tristes. En résumé, ils s'occupent de toutes les tâches domestiques du foyer avec une extrême efficacité, bien plus grande que les hommes. Ils s'y mettent parfois à plusieurs, et en plus ils ne sortent que la nuit, donc vous n'avez même pas à les voir, en fait. C'est-à-dire que vous vous réveillez le matin et tout est clean. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose, ça, par hasard? C'est les esprits du foyer. Les esprits du foyer, Esprits effectivement, tutélaires. et dans la culture un peu plus populaire. Si vous l'avez pas, on va y revenir tout à l'heure, vous verrez, ce sera peut-être plus limpide. Même si on les considère parfois comme des lutins domestiques, il faut faire très attention parce que ils peuvent quand même être gentils ou mauvais en fonction de comment on les traite. Donc si vous ne voulez pas voir vos récoltes anéanties, vous avez intérêt à bien vous comporter avec les lutins, même s'ils sont un peu trop bruyants la nuit quand ils font le ménage chez vous. Donc mettons que vous ayez un problème de lutin. Vous avez trop de lutins chez vous, ça vous emmerde, vous avez envie de les voir partir. Ça peut arriver, on sait jamais ce qui peut se passer. Vous avez plusieurs solutions pour vous débarrasser des lutins de foyer ou des lutins domestiques. Un lutin, c'est très susceptible. Si vous lui manquez de respect, il partira. Parce qu'il aime pas qu'on lui manque de respect. Mais du coup, comment on manque de respect à un lutin, vu qu'on le voit pas? Je crois... Attends, je connais un Ouais, truc, je sais pas si tu risques de le dire, est-ce que je peux dire Vas-y, avant? vas-y, Je sais pas dis, si si c'est tu vrai ou là, pas, c'est- c'est dans ma tête. Il y a pas un truc genre, il faut déféquer et manger devant un lutin Exactement, il faut chier et manger en même temps devant un lutin. Parce que le lutin, il vous trouve dégueulasse, à juste titre, hein, bien évidemment, et du coup, il part. C'est une... Et comment tu sais que t'es en face du lutin? En fait, tu sais que le lutin, il vit probablement, généralement dans ta grange. Il y a des endroits où il vit, donc près du foin, etc. Donc tu vas te mettre dans ta grange, tu chies en bouffant. Et il y a de fortes chances que le lutin, vu qu'il dort jamais vraiment, il te voit en train de faire ça et il se dit, mon Dieu, mais c'est un malade ce mec. Mais tout le monde, hein, même les humains, C'est il faut clair. quelqu'un faire Oui, ça. c'est ça, Ils s'en vont. comme tous les passants à côté en fait. Tout le monde se dit mais il est malade. Non, parce qu'à une certaine époque, les gens devaient se dire, ah, il doit avoir des lutins chez lui, le pauvre. Tu vois, c'est... Il lui tape sur l'épaule. ça va bien se passer, t'inquiète pas. Bon, le problème, c'est que les lutins, si jamais tu vas trop loin dans ton manque de respect, il va se venger, il a la rancune tenace. Donc après, la vengeance, ça va de... c'est graduel, soit ta maison est foutue en dessous, soit t'as plus de récolte, soit il te tue, enfin voilà, ça dépend vraiment du manque de respect que tu lui as fait. Donc du coup, si vous voulez, on va dire, faire quitter vos lutins plus facilement, vous pouvez faire un petit exorcisme, pardon.
très simple, vous allez voir le curé et il va bénir toute votre ville, toute votre grange, toute votre ferme. Et puis comme le lutin c'est une créature païenne démoniaque, bah forcément elle va s'enfuir, hein, voilà, bien évidemment. Sans pouvoir se venger au préalable puisque l'ensemble de votre maison aura été bénite. Mais si vous n'êtes pas non plus un connard et que vous avez envie que la séparation se fasse à l'amiable, genre bah là ça marche plus entre nous, je suis désolé, j'aimerais que tu quittes ma maison. Bah vous avez un moyen très simple de le faire. Ça se fait, je dis pas de bêtises, il me semble en Belgique ou dans les Ardennes, plutôt au nord en fait. Hein. Le lutin, là-bas, il est très mal habillé. Donc tout ce que vous avez à faire pour vous débarrasser de votre lutin domestique, c'est de lui offrir un vêtement. Oh, comme de Harry Potter. Exactement, vous l'avez la référence, ça y est. Ok. Eh oui, le lutin, c'est un peu une sorte d'elfe de maison, de certaine manière, une créature qui trime pour vous, juste pour de la bouffe, ok, et si vous lui donnez un énorme. vêtement, il se barre. Super C'est intéressant. ouf, hein. Ah donc tu peux Ça, j'ai choisir été, entre lui donner un vêtement ou chier en mangeant. Ou chier en mangeant. C'est cool d'avoir le choix. C'est cool d'avoir le choix, c'est clair. Il vaut mieux lui faire un vêtement, parce que si tu lui chies dessus, bah il va te chier dessus après au retour, généralement. Pourquoi Harry Potter Voilà. il a pas fait ça? Il fait ça devant Dobby, tu sais, il chie en mangeant. Ça serait incroyable. Juste dans la scène finale avec le père de Drago dans la coursive. Dans la cour. Oh mon dieu, l'horreur. Bon, du coup, ça c'est pour les lutins domestiques, les lutins de la maison, du foyer, etc. Bon, après, tous les lutins n'ont pas eu envie d'aller squatter dans des fermes. Les lutins sont avant tout les enfants de Neptune. Ils ont donc un lien particulier avec l'eau. On va les appeler des lutins aquatiques. Le lutin aquatique, il remonte au XIIIe siècle et il apparaît dans plusieurs récits tels que dans Huon de Bordeaux, la chanson de Geoffrey ou encore la geste de Garin de Montglade, plusieurs d'un texte poétique médiévaux du coup. Ce sont, d'après ces textes, les lutins les plus anciens, les plus proches du dieu Neptune. Et c'est aussi pour cette raison que ce sont eux qui ont un rôle souvent très négatif dans les récits où ils sont les protagonistes, ou d'ailleurs plutôt les antagonistes, devrais-je dire. Leur apparence est souvent peu détaillée et ils sont réputés pour être des connards, hein, comme j'ai dit. Par exemple, le Housier des Ardennes, ou le Poulain de Fercé, deux types de lutins qui lui vient de la Haute-Bretagne, ont tendance à attirer les hommes dans l'eau pour leur jouer des tours que je qualifierais de non létales. Mais à l'inverse, les pipi van van de la Meuse, bah, ils vont les noyer les gens. Voilà, donc on n'est pas sur la même ambiance. Il y a même certains textes qui décrivent les lutins aquatiques comme étant anthropophages, c'est-à-dire qu'ils vous tuent et après ils vous mangent. Voilà. Donc, le lutin aquatique, c'est vraiment le symbole chrétien contre la culture païenne. Le lutin aquatique, il n'est pas là pour déconner, il est là pour vous tuer, tout simplement. Le lutin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est lié au cheval. Alors pourquoi le cheval ? La raison semble au fait que le cheval, c'est un animal qui est familier des hommes et qui est également assez symbolique pour se rendre dans les univers féeriques, de passerelle un petit peu entre le monde féerique et le monde normal. Dans la littérature, j'arrive plus à parler, médiévale, les lutins ont en effet souvent tendance à se changer en chevaux, parce que certains lutins ont la capacité de se changer en bestioles. Ils vont même utiliser cette compétence pour jouer des tours aux humains, comme par exemple jeter un cavalier dans une mare de boue, une rivière ou une fontaine. Le fameux elficologue Pierre Dubois, car oui, on ne peut pas faire une chronique sur le petit peuple sans évoquer Pierre Dubois, cite de nombreux témoignages de lutins visitant les écuries durant la nuit et laissant pour trace de leur passage des torsades dans les crinières qu'ils utilisent afin de se confectionner des étriers à leur taille. C'est ce que l'on appelle couramment des nœuds de fée. C'est un vrai truc en fait. C'est-à-dire que parfois, les gens qui possèdent des chevaux se réveillent le matin et en fait leur cheval, il a des tresses dans la crinière. Certains chevaux sont même parfois découverts le matin en sueur, preuve de l'emprunt de l'animal par les lutins. Bah oui, le lutin il sue et il a des tresses, donc forcément c'est un lutin qui l'a pris et qui s'est barré. Pendant très longtemps, cette croyance elle est restée très très présente en Bretagne, en Normandie et même également en Acadie, donc de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. Ces chevaux étaient parfois même considérés comme ayant beaucoup de valeur, puisque s'ils ont été choisis par les lutins, c'est que forcément c'est pour une bonne raison. Bon, depuis, on a compris que ces phénomènes bien réels ont une explication qui est beaucoup plus rationnelle et scientifique, à savoir celle de la plique polonaise. C'est une sorte de maladie, du coup, qui se transmet sur des animaux. En gros, vous avez les cheveux qui sont entortillés et parfois vous suez, vous êtes malade, quoi. Ah d'accord, en fait, ils ont payé plus cher des animaux qui étaient malades. Ouais, c'est ça. Et qui avaient des jolies tresses. C'est con, hein. Oui, ils se sont fait complètement enfler. Et ça a un lien avec le kelpie ou pas du tout ? Ah oui, le kelpie. Le kelpie, là, yes. le cheval qui enfin, tu le vois, il est magnifique, tu te mets dessus, et en fait il t'entraîne sous l'eau et il te noie.
Ah, Et le qui kelpie. peut se Alors, transformer comment t'écris en kelpie? fille aussi. Je crois qu'il peut se... Moi j'ai je tapé sais plus. kelpie, c'est une race de chien, mais alors attends, kelpie cheval. Ah oui, il est horrible. Il y a le selkie aussi. Je sais pas, Ah, en ouais, fait, ouais, je crois ouais. qu'on confond les deux. Alors le kelpie c'est c'est une version britannique en fait, c'est écossais irlandais. Ok, et du coup c'est pour ça, ouais. c'est considéré comme une fée du coup. Mais bon, Ok. encore une fois, hein, c'est toujours, on va dire c'est toujours pareil quoi. C'est juste Ouais, que ça, tu, t'as toujours ce lien avec l'eau, c'est ça. Tu les- retires les juste arnaques. le lien avec Neptune gréco-romain quoi. Mais ça a l'air d'être plus ou moins la même chose. On en saura plus sur la chronique sur les fées qui arrivera un jour peut-être, je ne sais pas. Oh. Passons un petit peu à l'évolution des croyances. À chaque fois, je fais toujours ce moment où on fait l'évolution des croyances, mais comme vous l'avez compris, c'est toujours plus ou moins la même chose et j'en ai marre. Donc, je vais pas vous faire l'affront de faire un récap. En gros, il y a un dieu, il y a la christianisation qui arrive, qui diabolise tout ça, qui crée un folklore dans les campagnes, qui est ensuite remis au goût du jour au 19e siècle pour être ensuite finalement ancré dans les esprits grâce à l'héroïque fantasy. La seule petite différence avec les autres créatures du folklore, c'est que les lutins n'ont jamais vraiment connu une période totale de disparition, parce que généralement, vers l'époque moderne, les petits peuples finissent par disparaître plus ou moins totalement avant d'être remis justement au goût du jour au 19e siècle. Le lutin, lui, il n'a pas ça. Il reste toujours dans les esprits pendant toute l'époque moderne. Là où les esprits du foyer, génie et autres fantômes passent pour des bêtises, des superstitions, le lutin, quant à lui, fait parfois même l'objet de mise en justice. En 1592, il y a un bail qui est résilié à Bordeaux à cause de bruits provoqués par des lutins dans un appartement. J'en ai parlé dans ma chronique. Et sur oui, t'en Bordeaux. avais parlé. Exactement. Les histoires de lutins, en fait, elles sont monnaie courante du 16e au 19e siècle, en fait. Dès qu'il y a un bruit, dès qu'il y a un problème, c'est des lutins. Et en fait, les gens, ils se disent, c'est normal, c'est des lutins. Ça existe vraiment, donc il n'y a pas de Mais souci, quoi. de nos jours aussi, des fois on se dit ça, tu sais, quand t'as des trucs qui disparaissent dans ta maison, tu Oui. te dis, ok, Oui, c'est il clair. y a un petit lutin qui cache des trucs la nuit. C'est vrai, exactement. Genre, tu Et perds ça une me fait penser, chaussette, les clés. je l'ai pas noté, mais j'avais un livre quand j'étais gamin sur les créatures un petit peu du petit peuple. Il y a une version russe du lutin qui s'appelle le domovoy, qui est spécialisé dans voler des objets dont tu as besoin, genre Ok. la moitié d'une chaussette ou un stylo ou des Ouais, clés c'est ou des trucs clair. comme ça. Moi, je sais que j'en ai pas mal chez moi, je crois, des lutins. Ouais, je pense que ils sont là, ils sont toujours là. Donc des lutins, il y en a plein. Et pour faire office de conclusion, je vais vous citer quelques mentions honorables d'espèces connues de lutins qui ont été répertoriées par Pierre Dubois dans sa grande encyclopédie des lutins qu'il a publiée en 1992. On va commencer avec le fuletu, ou le fuletou, je sais pas, il est corse, il possède une main en fer ou en plomb, et l'autre en étoupe, et il s'attaque surtout aux gens qui sont couchés. Il les met tout nus en hiver, il frappe sur leurs fesses avec sa main de plomb, et quelquefois il jette de l'eau dans le lit pour vous forcer à vous lever. Voilà, c'est sympa le fuletu. Clair. Ouais, pas ouf. Non mais ils sont tous comme ça. Hein. Tu as le jetin ou le jetins, je ne sais pas comment ça se prononce, en Bretagne. Lui, il est caractérisé par une grande force permettant de jeter d'énormes rochers sur de très longues distances. Son habitat, c'est essentiellement dans des rochers et dans les grottes du rivage. Ils ont l'habitude d'être très craints des humains, ils enlèvent de beaux bébés pour substituer leurs vieux changelins vieillots et dégueulasses. Voilà, donc en gros, ils volent vos enfants pour les remplacer par d'autres créatures pas sympas. Ensuite, tu as le fameux Corrigan, vous connaissez tous le Corrigan, hein, c'est le lutin de Bretagne. Les contes le situent le plus souvent dans des grottes, des tumuli ou encore dans des dolmens, mais ils ont également les sources, les fontaines, les landes du pays breton. On leur attribue les fameux ronds de sorcières qu'on trouve parfois sur les prés ou dans les sous-bois. On dit qu'ils y font des cercles pour danser à la tombée du jour. Aux mortels qui les dérangent, il arrive qu'ils proposent des défis qui, s'ils sont réussis, donnent le droit à un vœu. Ce qui est en général le cas pour les hommes bons, mais qui peuvent, en cas d'échec, se transformer en pièges mortels, mais les menant tout droit en enfer ou dans une prison sous terre sans espoir de délivrance. Petit tour au Pays Basque avec l'Argidouna qui se manifeste la nuit sous forme de lumière et on n'en saura pas plus. Restons dans le sud avec le Farfadet de Provence qui a la particularité de vivre sur les bords des rivières. Comme il surveillait les passages au-dessus de la rivière, il était traditionnel de lui offrir, pour assurer sa protection, au pied d'un petit pierrier, des noix ou des pommes. C'est le cas près des bacs, des ponts franchissant les rivières. On affirme également que seul l'homme qui vendra son âme au diable pourra s'emparer du trésor fabuleux des Farfadets. Ce dernier se trouverait sous une dalle dans une grotte qui abriterait autrefois la tribu des Folles. Folles ou Farfadets, c'est pareil. Mais cette pierre ne peut se soulever qu'à la messe de minuit à Noël ou encore le jour des rameaux lorsque le prêtre frappe 3 fois à la porte de l'église, ce qui fait quand même beaucoup de choses à mettre en place quoi, voilà, pour avoir un trésor. Sachant que la partie la plus dure c'est quand même de vendre son âme au diable parce que bon ça reste un peu toute sa vie quoi, après, surtout après la vie.
En Provence, ils ont aussi le Fantasy. C'est un lutin provençal qui s'occupe du bétail uniquement. Il est spécialisé là-dedans. Fantasy. Le Fantasy, ouais, ça s'appelle. Putain, c'est générique comme nom. C'est hyper générique, ils sont vraiment pas foulés. Ah ouais. Alors que dans le Languedoc, tu as le grippé ou le grippette, je ne sais pas, qui se tiennent sous le lit des femmes en couche et mord les mollets de celles qui les soignent. Dans le Vivarais, le grippé, il peut aussi tenir les écuries, panser et soigner les chevaux, les protéger, mais faire maigrir ceux qui n'aiment pas. Donc en gros, il choisit les animaux qu'il préfère dans le Vivarais, pour rappel, hein, c'est l'Ardèche. Le Fras ou le Fras, c'est le lutin de l'île Dieu en Vendée. Il a exactement les mêmes caractéristiques que le Farfadet. Voilà, c'est son cousin très proche. Ensuite, c'est le moment de partir dans le canton de Vaud en Suisse où on a le Hutzeran. C'est un lutin hurleur des bois qui fait tomber les branches et tourbillonner les feuilles. Voilà, il hurle tout le temps, c'est son kiff à lui. Retour au Pays Basque avec l'île Ratso, qui est un lutin basque qui lui est lié aux fougères. Et on n'en saura pas plus. Retenez qu'à chaque fois, les lutins basques, on n'en sait pas grand-chose. La mythologie basque, elle a l'air d'être super intéressante. C'est clair. Non, mais vraiment, j'ai pas ça Non, mais pour oui, rigoler. c'est juste Mais qu'il y a très peu d'infos sur ce qu'ils font, alors que les Bretons, t'as des kilotonnes, ouais. de textes. Ouais. C'est Mais assez tout à dingue. l'heure, j'essaie de taper les noms que tu dis, mais je trouve. Alors, rien du tout, quoi. essaye d'aller sur. Moi, j'ai trouvé la liste sur Wikipédia. Tu tapes liste créatures du petit peuple. Et du coup, tu as toutes les créatures du petit peuple qui existent. Bon, t'as pas les 30 000, les 30 000 lutins, mais t'en as quand même quelques-uns. Parmi ces lutins, on a le fameux servant des Alpes. C'est un lutin bénéfique, protecteur du bétail et du foyer. Ils affectionnent les greniers à foin, les souches d'arbres creusés et les rochers. Ils se nourrissent de soupe, de pain, de fromage, de beurre, de lait donnés par les habitants en échange de ces services. Il est plutôt sympathique, le servant des Alpes, c'est peut-être pour ça qu'il s'appelle le servant d'ailleurs. À l'inverse du Kudzieti des Ardennes, qui lui adore tendre des pièges aux lavandières pour leur voler leur linge. Et c'est tout. Le Felteux, c'est un lutin originaire de Champagne qui mesure environ 2 pieds de hauteur. Le Nuton ou Nuton est un lutin cavernicole des Ardennes et de la Belgique. Il était jadis d'usage de lui déposer des objets endommagés le soir avec un peu de nourriture et la tradition veut qu'il soit réparé au petit matin quand vous revenez les chercher. On a déjà évoqué plus haut dans la chronique le fameux Pipi Van Van, des lutins maléfiques établis dans la vallée de la Meuse. Ils attirent le voyageur dans l'eau, le noient avant de se moquer de lui en dansant sur son cadavre. Et oui, voilà, donc on part sur une bonne ambiance dans la Meuse. C'est vraiment sympa. Mort et humilié. Et humilié, c'est ça. Et pour rester dans la bonne ambiance, on termine avec le Bugulnoz, qui est un lutin malfaisant breton qui effraie les humains par ses apparitions. Et il revêt souvent une peau de loup pour courir dans la nuit. Il est d'ailleurs souvent confondu avec le loup-garou carrément, puisqu'il a une peau de loup. Hein, voilà. D'ailleurs, il est souvent aussi accompagné avec une bande de corrigans. Donc si vous le croisez, voilà, vous avez intérêt à être... Voilà, faut savoir négocier, quoi, on va dire. Et on terminera avec lui, cette petite liste non exhaustive des 30 000 lutins qui existent sur la surface de l'Hexagone. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu rapide, on cite des noms de lutins, mais en même temps, bon voilà, c'est toujours la même chose. Donc voilà, sur ce, The End. Trop chouette, trop cool. C'est clair. Elles sont cool ces petites chroniques sur, les failleries. Mais ce que j'aime bien, c'est que du coup, tu sors plein de noms de failleries françaises, enfin, ou proches, tu vois, alors que c'est vrai que. Enfin, moi, je suis plutôt habitué du coup à la Bretagne, Écosse, Irlande, ou autre, parce clairement, que ouais. c'est super médiatisé. Et là, du coup, c'est chouette d'entendre des noms de trucs locaux, quoi, parce que c'est vrai que. On les connaît pas assez, les légendes, mythes et légendes locales, quoi. En France, Ouais, non mais c'est clair. Et puis en fait t'en as partout, quoi. Et c'est pareil, hein. Si tu regardes sur la liste des créatures du petit peuple sur Wikipédia, là, moi je suis resté sur pays francophone et j'ai choisi exprès les lutins parce qu'après t'as plein d'autres trucs, t'as des esprits, des follets, ce genre de trucs. Mais pareil, si tu files les côtés germaniques, t'as pas que des kobolds, hein, t'as plein d'autres trucs, des Bergleut, des Eruldit, des Meinster Allendling, des Stilvolk, des Wildstein, enfin c'est... Et même en Grande-Bretagne, hein, t'as un esprit du foyer qui s'appelle le Bruni quand même, quoi. Enfin, je suis en train de le regarder. Ouais, ça je l'avais vu, ouais. Ouais, t'as tout existe, quoi, en fait, c'est fou. C'est ça qui est C'est trop cool. assez ouf. C'est pour ça que Pierre Dubois, il a fait un travail de taré, en fait, avec tout son... Tu l'as son Non, bouquin? je l'ai pas son bouquin, il faudrait que je me le procure. Il faudrait vraiment que tu le chopes. Ouais, c'est clair.
Là, je fais juste avec les sources que j'ai sur l'internet. Parce que je pense que ça va être Donc assez c'est intéressant. très en surface, hein. Encore une fois, je le redis, je suis pas du tout folkloriste, je suis pas du tout elficologue ni rien, je trouve ça juste cool. Vraiment, n'hésitez pas à aller vous renseigner par vous-même derrière. N'hésitez pas à regarder aussi, je le conseille une nouvelle fois, la chaîne YouTube Occulture qui est ouf Ah oui. sur tout ce qui est au Ça niveau qui de est bien l'occulte et du coup aussi du folklore. L'anecdote du lutin de Bordeaux, je l'ai retrouvé dans la vidéo qu'il a faite et je me suis dit putain, c'est vrai, Nicolas il en parle de ça et du coup je l'ai remis. Et voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas parce que c'est ouf, c'est une très bonne chaîne. Ouais, je connais, c'est vrai que c'est assez chouette. Ouais. Bah, c'était bien complet. Ouais, bah merci. On peut s'arrêter là pour cet épisode, cet enregistrement, et se retrouver très vite pour parler à nouveau de tout et surtout de rien. Et en ce qui me concerne, ce sera des fées ou des elfes. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Merci. C'est une fin très brutale, pardon. J'ai pas l'habitude de terminer sur moi-même. Oui, c'est vrai, ça c'est rare. Ouais. Je crois que c'est la première fois. Ouais, mais ça, Yes. après. C'est vrai qu'on l'imagine un petit peu comme ça. Et toi, Jules, tu l'imagines comment? On a le droit de le dire, ça, au final, que c'est le nain de jardin, machin. Parce que t'en as déjà parlé pour les gnomes. Eh ben, espérons qu'il revienne un jour. Il a été dévoré par un cryptide, peut-être. Ou alors il y a eu un tsunami au lac du Bourget, je sais pas.